Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le 29 avril et pendant 60 minutes, vous le savez, nous décryptons pour vous ce qui fait l'actualité nationale ou internationale. Nous le faisons pour vous, mais avec vous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission à travers le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions, vous le savez, nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Ce soir, mes invités sont Monsieur Mohamed Nbou, vous êtes directeur des changements climatiques, de la diversité biologique et de l'économie verte au ministère délégué chargé de l'environnement. Monsieur Mohamed Haddi, vous êtes politologue, professeur et coordonnateur scientifique de la formation doctorale Gestion des risques et développement territorial à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Et enfin, Mohamed Master, vous êtes professeur et chef du laboratoire de géomatique à l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Voilà, vous êtes spécialiste en géomatique et risques naturels. Ça me fait un triplé de Mohamed ce soir. J'ai un téléspectateur qui nous dit que ça va faire 20 minutes pour chaque Mohamed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. 800 millions de dollars, c'est ce que coûterait en moyenne par an les catastrophes naturelles à l'économie marocaine, selon des estimations de la Banque mondiale. Celle-ci vient d'ailleurs d'accorder un prêt de 200 millions de dollars au Royaume dans le cadre d'un accompagnement dans la lutte contre les effets de ces catastrophes. Hier, s'est tenue à Rabat, dans le cadre du think tank Africa 2025, une conférence portant sur la résilience africaine face aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. Quel lien entre le réchauffement climatique et les diverses catastrophes en Afrique et au Maroc particulièrement? Peut-on prévenir ces événements et comment diminuer leur impact sur les populations? Sommes-nous suffisamment outillés pour y faire face? Catastrophes naturelles, sommes-nous prêts? C'est le titre de l'émission de ce soir. Africa 2025, le cycle de conférences sur les stratégies économiques et sociales pour accélérer l'émergence des pays africains est lancé. Cette année, les intervenants se penchent sur la résilience africaine face aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles. Selon des spécialistes, les aléas climatiques et les catastrophes naturelles peuvent anéantir les efforts de développement. Et pour cause, leur impact sur tous les domaines. Il faut donc renforcer les capacités d'adaptation au changement climatique en Afrique. La ministre déléguée chargée de l'environnement, Hakim Al-Haïti, partage le même avis. Elle appelle les pays africains à bénéficier de l'agenda mondial en termes de financement de transition vers l'économie bas carbone. L'Afrique peut devenir demain le creuset de la civilisation décarbonée, le creuset d'une nouvelle civilisation verte. La croissance verte et les énergies renouvelables et le développement décarboné ou le développement durable permettraient de construire une Afrique beaucoup plus puissante, une Afrique verte. Une Afrique verte, c'est à quoi aspire le Maroc, qui multiplie les initiatives en faveur de l'environnement. Le Royaume a créé le Centre de compétences changement climatique. Sa mission, développer les compétences nationales et atténuer les émissions des gaz à effet de serre. Pour les participants à cet événement, Africa 2025 est une occasion pour se préparer à la COP22, prévue en novembre prochain à Marrakech. Une belle opportunité de nous retrouver pour réfléchir et poser les jalons, parce que vous savez que le Maroc va recevoir la COP 22 et nous attendons beaucoup de cette COP 22 pour voir la mise en œuvre pratique des engagements pris à Paris. À travers cette conférence, les organisateurs veulent sensibiliser les populations, les élus et les dirigeants au sujet du risque de catastrophe. Les pays de la région sont donc appelés à renforcer la gouvernance et les institutions pour gérer les risques. Bien, messieurs, alors ce soir, nous allons essayer de définir ce qu'est une catastrophe naturelle, parce qu'il y a plusieurs types de catastrophes. Il n'y a pas seulement les catastrophes qui sont liées au changement climatique, on va justement les définir. Mais avant, on va parler de l'actualité, justement, par rapport à cette conférence qui a eu lieu. Vous y avez participé hier. Pouvez brièvement nous dire concrètement ce qui s'est passé, ce qui est vraiment l'objectif de ce type de réflexion par rapport à la résilience, puisque c'était le thème de cette conférence, la résilience de l'Afrique, et bien sûr par extension la résilience du Maroc par rapport aux catastrophes naturelles. Si Haddi. Merci beaucoup, c'était de la oui pour votre invitation. Et juste deux mots à propos de la conférence de la COP27 qui est organisée justement par un think tank de Africa 25 qui est
ce qui est étonnant, c'est que c'est parmi les rares, justement, organisations ou think tanks ou enfin ONG qui s'investissent d'une manière à préparer le dossier. Préparer le dossier, justement, quant à l'intellection, quant à ce qu'on voudrait entendre par danger, par risque ou par catastrophe. Et justement, hier, c'était l'occasion de confronter à la fois le monde de la science, le monde universitaire et le monde professionnel. Le monde professionnel pour essayer justement d'essayer de les relinker pour qu'on puisse véritablement enfin parler le même langage. Et justement, toutes les conférences, j'espère, qui s'inscriront justement dans la même logique, à savoir être un brainstorming. Un brainstorming, il y a un véritable think tank, pour justement enfin nous replacer dans les antagonismes, dans les équilibres, pour essayer de comprendre au moins qu'on est au moins à le même son de cloche, soit vis-à-vis des dangers, soit vis-à-vis des risques, ou soit vis-à-vis des catastrophes. Et il est vrai qu'on est passé par quelques éléments sur justement, je ne sais pas si c'est important d'en parler maintenant, ou alors quand on allez-y, on y arrivera, ne vous inquiétez pas. Écoutez, ne serait-ce que par rapport au risque. Le risque, ce qui était extraordinaire hier, c'est que autant il y avait d'intervenants, de panélistes, autant il y avait de définition des risques. Oui. Autant il y avait de panélistes, autant il y avait d'acception quant à la compréhension ou à l'intellection de la catastrophe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que justement, tout le monde se cache derrière le fait de risques naturels ou de catastrophes naturelles. Et quant à l'instrumentalisation, justement, que ce soit du risque ou que ce soit de la catastrophe, à des fins de politique politicienne ou à des fins de faire peur. Alors que finalement, l'homme se doit de circoncilier lui-même et de dire qu'un homme sans risque n'est pas un homme. Le risque, tout comme la catastrophe, sont tautologiques. Et je crois qu'il faudrait revenir justement par une redéfinition, une connaissance des risques, et de parler des risques à la fois anthropiques et des risques naturels. Alors justement, on va y arriver à ces différents Henrik. Mohamed Master, justement. Alors, vous êtes spécialiste en géomatique. Alors, si je prends un peu l'étymologie, c'est quoi? C'est la matique, c'est le mouvement géodésique, c'est quoi? Non. Alors expliquez-nous. En fait, la géomatique résume l'ensemble de processus qui définissent l'acquisition, le traitement et puis la diffusion de l'information géographique. Donc géo, c'est par rapport au globe, et puis matique, c'est par rapport à tout ce qui est informatique. D'accord, moi je me suis planté alors. Non, en tout cas, c'est bien que vous nous donniez cette définition. C'est vrai que vous rejoignez Sihadi, justement, on va en parler sur la définition des risques. C'est vrai qu'on a tout le temps l'impression qu'on est sur des définitions qui peuvent sembler être acquises, mais c'est absolument pas le cas en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. Il y a le risque défini par les assurances, il y a le risque défini par les politiques, il y a le risque défini par la société civile. C'est là où ces think tanks sont intéressants. Au fait, on concorde sur pas mal de points, mais moi je donnerais une définition avec d'autres mots, parce que comme il vient de le dire Sihdi, il y avait autant d'intervenants hier et chaque intervenant définissait le risque à sa manière. Mais moi je tiens à faire la distinction entre le risque et la catastrophe. Le risque, d'une manière schématique, d'une manière très simple, c'est la probabilité d'occurrence d'un événement potentiellement dommageable pour l'homme, parce qu'il faut qu'il y ait l'homme pour que l'on puisse parler risque, et pour ses biens. Donc le risque, c'est une probabilité. Maintenant, si ce risque se concrétise, eh bien c'est là on parle de la catastrophe. Donc risque, c'est la probabilité. Mieux vaut que l'on reste toujours dans la phase risque, en l'étudiant, en se préparant à l'affronter quand il va se transformer en catastrophe par l'adaptation, par la résilience et par les études nécessaires. Alors, si Mohamed Mbou, alors vous occupez des changements climatiques, enfin vous occupez des changements climatiques, vous êtes directeur des changements climatiques. Vous, ça sera sur la partie justement toutes ces catastrophes qui sont ou qui seraient liées au changement climatique. Oui, justement, cette conférence, il faut la placer dans son contexte parce que il faut dire que 2016, c'est l'heure du bilan et de l'action. Il faut dire également que 2015 a été une année fondatrice d'un nouveau paradigme et d'un nouveau plan de développement durable. Il faut rappeler que 2015 a été marqué par 4 événements majeurs. Le premier événement, c'est les objectifs de développement durable qui ont été actés. Le deuxième, c'est la conférence sur Addis Abeba sur le financement des objectifs de développement durable. Il y a Sendai
sur les catastrophes naturelles, il y a l'accord de Paris qui a été acté à la fin de décembre 2015. Donc pour dire que justement cette conférence-là sur l'Afrique, parce que tout ce cheminement des événements qui ont été actés vise à mieux protéger les pays vulnérables et notamment l'Afrique contre les risques de catastrophes naturelles. Donc la conférence, il a fait le pas sur où est-ce qu'on est en matière de résilience en matière d'Afrique et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Vous avez cité un chiffre de 800 millions de dollars. C'est une moyenne estimée par la Banque mondiale. 800 millions de dollars. Il va y avoir des hauts et des bas, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, 800 millions de dollars? Ça veut dire que la logique de salir et de nettoyer après n'est plus possible. Ça coûte très cher. Et justement, de 2015, on va aller vers une logique. C'est que l'exploitation des ressources ne doit pas se faire d'une manière aveugle, mais d'une manière raisonnée et d'une manière durable. Donc je crois que ce qui a été cette conférence-là, il a montré quand même que l'Afrique il a besoin d'un vrai plan de développement durable. Il y a des chiffres qui montrent quand même qu'en Afrique, les conséquences des changements climatiques ils sont connues. Il y a la hausse du niveau de la mer. Elle est estimée quelque chose comme 14% par rapport à la moyenne mondiale. En même temps, 7 à 40% de baisse des rendements agricoles. Donc il y a tout un ensemble de chiffres qui sont alarmants et qui visent naturellement sur l'insécurité en fait. Et l'insécurité avec tous ces lots de conséquences telles que l'immigration et j'en passe. Et je crois que cette conférence-là, elle était très utile parce que ça a permis quand même d'intégrer tous les données qui ont été mis sur la table dans le cadre de l'action de la COP22, parce que la COP22, comme a dit Sa Majesté, que Dieu l'assiste, donc c'est une COP de l'action. Donc c'est justement, il était l'occasion de faire le point sur la résilience au niveau de l'Afrique et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire au niveau de l'Afrique sur le plan adaptation. Alors on va revenir bien sûr sur la résilience, la capacité justement de l'Afrique et bien sûr du Maroc à... Alors on va justement définir ce qu'est la résilience, parce que là aussi on va peut-être revenir aux fondamentaux. Mais avant cela, catastrophe naturelle, lorsqu'on parle de catastrophe naturelle, qu'est-ce qu'il y a bien une typologie qui est admise dans le monde entier aujourd'hui? Quels sont les types de catastrophes naturelles auxquelles nous pouvons faire face en Afrique et chez nous? Qui a dit? Bien, je crois qu'il faudrait nous mettre dans le contexte d'évolution et de voir que finalement l'homme a toujours a subi des catastrophes. Oui. Des catastrophes qui, d'une manière ou d'une autre, d'une manière plus ou moins approximative, ont été attribuées à la nature alors qu'elles ne le sont pas. Qu'elles ne sont pas, il y a toujours l'origine anthropique, l'origine de l'homme. Et ce qui l'a fait passer, c'est que justement ce caractère fatal et subite du déclenchement de la catastrophe. Écoutez, de toutes les manières, pour parler de deux gros blocs de catastrophes, nous avons les séismes qui arrivent en premier lieu, et nous avons les inondations qui arrivent en deuxième lieu. Et sur le plan de la fréquence, les inondations arrivent en premier. Arrivent en premier. Maintenant, est-ce que véritablement ces catastrophes sont si naturelles que cela? Les séismes, nous savons très bien que, par exemple, les incendies de forêt, quand elles sont naturelles, elles sont beaucoup plus cathartiques que paroxystiques, que négatives. Alors que les séismes, c'est la même chose. C'est véritablement, la nature finit toujours par reprendre ses droits. Et pour peu qu'on accompagne la nature, qu'on essaie de comprendre la nature, peut-être que les effets ou les méfaits des catastrophes seraient moins gravissimes que nous l'avons constaté. Je voudrais donner qu'un seul exemple. C'est celui, par exemple, du dernier séisme de la Hoceima. Oui. Et puis on va parler justement des différentes petites secousses qu'on a eues là ces derniers temps. Beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ça. Et selon les spécialistes, c'est que finalement, ce séisme a fait plus de dégâts à Imzourn, dans une région plate, sablonneuse, que dans une région, et là je parle sous l'autorité des scientifiques, que dans une région rocailleuse qu'est la Hoceima. Il y a eu moins de dégâts
Al-Husseymaville qu'à Imzoul. Pour la simple raison, c'est que l'homme a failli. C'est que s'il avait tenu compte justement des constructions sablonneuses, des constructions sablonneuses, il ne construirait pas en élévation. Et enfin, tout le monde sait que finalement, le terrain sablonneux supporte mal les secousses, alors que le terrain rocailleux, les aime mieux supporter. Et donc, quelque part, derrière le fait, derrière le naturel, il y a toujours l'homme. Je voudrais parler d'un seul cas de séisme, par exemple. C'est celui, des inondations. Les inondations qui ont eu récemment, je ne sais pas, il y a 4 ou 5 ans, au niveau de la région de Brchit, où un tronçon de l'autoroute s'est trouvé submergé. Est-ce que si on avait on avait véritablement fait une historicité, un transect historique, on n'aurait pas vu qu'on a construit l'autoroute sur un lit desséché, un lit de rivière desséché? Est-ce que si on avait, pour peu qu'on soit responsable de la sensibilité à propos de laquelle vous avez parlé, c'est-à-dire la responsabilité et la responsabilisation, est-ce qu'on aurait construit une zone d'activité économique sur un terrain, sur un terrain inondable, sur une zone inondable? Et donc voilà, ça s'est déclaré par des dégâts catastrophiques, alors que dans la réalité, si véritablement, et pourtant on nous a toujours appris que dans le doute abstiens-toi. Ça, c'est un principe consacré par le droit de l'environnement, mais aussi on nous a dit qu'il faudrait véritablement approcher la nature par tâtonnement, parce qu'on agit sur un espace fragile. Alors là, vous nous parlez d'inondations, on a parlé de secousses sismiques, mais il y a d'autres types de catastrophes naturelles. Oui. Sûr. Bien sûr, les catastrophes naturelles, ils peuvent être de plusieurs types. Mais pour synthétiser, jusqu'à 2005, il y avait une classification qui donne 5 classes. Mais en 2016, il y a eu une 6e classe. Alors, il y a la classe de tout ce qui est géophysique, donc tout ce qui est séisme, tremblement de terre, des mouvements de masse qui sont causés par des tremblements de terre. Glissement de terrain. Bien sûr. Il y a tout ce qui est hydrologique, tout ce qui est inondation, tout ce qui est crue, tout ce qui est précipitation diluvienne. Il y a tout ce qui est météorologique, tout ce qui est climatique. Et il y a tout ce qui est risque naturel ou bien catastrophe naturelle d'origine biologique. Donc parfois, s'il y a des épidémies, s'il y a des invasions acriennes, bien sûr, s'il y a l'Ebola dont on n'a pas encore cessé de parler. Et la 6e classe, c'est tout ce qui est d'origine extraterrestre. Si jamais il y a une météorite, voilà, donc tout ce qui est cosmique, cela aussi peut être considéré comme étant une catastrophe d'origine naturelle, puisque l'homme, a priori, n'a pas une part de responsabilité. Et maintenant, pour revenir par rapport aux secousses, aux tremblements de terre, et pour rejoindre ce qu'a dit Sihdi, concernant le séisme de Hoshima, c'est que les ondes sismiques, ils se comportent différemment d'un terrain à l'autre. Quand il s'agit d'un terrain rigide, par exemple, il a dit des terrains rocailleux, eh bien, les ondes, ils sont plus ou moins inhibées. Or, quand il s'agit d'un terrain qui est friable, de caractéristiques géotechniques qui sont médiocres, eh bien, les ondes, ils s'amplifient davantage, et puis les dégâts sont beaucoup plus importants. Ajoutons à cela la construction qui ne répond pas à des normes. Alors, on reviendra sur l'anticipation, justement, sur la connaissance, parce que là, ça nous fera parler de la connaissance des risques, et justement, a-t-on les moyens d'anticiper ou d'avoir une cartographie, justement, des catastrophes naturelles? Revenons sur le climat. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un constat clair par rapport, aujourd'hui, il n'y a plus de climato-sceptiques, en tout cas s'il y en a, on les entend plus, à la veille de la COP22, l'impact du réchauffement climatique sur les grandes catastrophes, sur les grands phénomènes. On parlait d'El Niño, on a eu ces grands Katrina qui avait mis la Louisiane sous l'eau, je veux dire. Et puis, est-ce qu'on a aujourd'hui une mesure claire de ce que ça impacte sur l'Afrique? On revient encore sur l'Afrique et particulièrement le Maroc. Juste pour que les changements climatiques, on puisse les vulgariser en quelque sorte. Les changements climatiques, tout le monde connaît une décharge publique. Nous avons plusieurs types de déchets. Il y a déchets solides, liquides et gazeux. Et justement, l'atmosphère, c'est une décharge. Il y a des émissions. Actuellement, les émissions des gaz à effet de serre, ils sont estimés à quelque chose comme 60 gigatonnes par an, qui sont émis dans la planète.
nous sommes arrivés maintenant à un stade où cette décharge atmosphérique ne peut plus supporter, ne peut plus absorber tous ces déchets, et tous ces rejets. Et justement, ce qui a fait qu'il y a un déséquilibre climatique global. Et ce déséquilibre climatique global, il a des impacts, très précis sur presque tous les domaines. En commençant par, lorsqu'on parle des catastrophes, donc il y a des catastrophes à petite échelle comme les phénomènes exceptionnels et des inondations éclair. Et là, au niveau des changements climatiques, nous avons recensé quand même qu'il y a une fréquence très importante en matière de ces phénomènes. En même temps, les sécheresses, parce que problème de changement climatique, ou bien l'excès de l'eau, ou bien la rareté de l'eau. La rareté de l'eau, c'est la sécheresse, et l'excès de l'eau, c'est les phénomènes exceptionnels. Mais les je veux dire, les climato-sceptiques ou les mauvaises langues disaient que finalement, on a toujours vécu, si on revient dans l'histoire, tous ces phénomènes un peu bizarres du climat, que ça soit les hivers tardifs, comme ce qu'on a eu ces années, ce que l'Europe a vécu. On a de la neige là, en ce moment au mois d'avril en Europe, et on a l'impression que ça se dérègle plutôt qu'amplifie. Est-ce qu'aujourd'hui ça a amplifié les phénomènes qui existaient déjà? Non, je crois que maintenant nous avons une instance scientifique, c'est le GIEC. Le GIEC, absolument. Le GIEC, quand même, il est composé de plusieurs scientifiques pluriels, c'est-à-dire sur plusieurs domaines importants. Et le GIEC, il a fait des rapports qui sont quand même alarmants. Et ces rapports, ils sont basés sur des observations. Et lesquelles observations? On a vu que, par exemple, l'année 2015 était l'année la plus chaude qu'a connue le globe terrestre. Là, ce sont des constats, ça c'est quelque chose de clair. Donc je crois qu'au niveau du GIEC maintenant, personne ne peut dire que l'impact des changements climatiques, ce n'est qu'une illusion. C'est une réalité, la réalité des hommes qui émigrent, la réalité des sécheresses, la réalité des phénomènes exceptionnels. Moi, je me rappelle au niveau de la catastrophe de l'Orica, qui était tristement célèbre quand même, la catastrophe de l'Orica, où il y avait plusieurs morts. Ça a été quand même un signal alarmant. Et le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc le Maroc, il a mis en place un système d'alerte précoce avec la coopération japonaise, et qui a permis quand même maintenant de voir d'une manière très visible comme quoi les dégâts causés par les phénomènes exceptionnels au niveau de cette région ont diminué. Donc pour dire que maintenant, je pense que avec une instance telle que le GIEC, qui a fait un constat scientifique, il y a un constat économique qui a été fait par Stern également. Dans lequel le Maroc est très impliqué, je le souligne encore une fois, au niveau du GIEC. Hein. Oui, il y a un constat économique qui a été fait. C'est le coût de l'inaction, qui est de 5% de PIB mondial. Donc, et le constat politique, il a été fait au niveau de Paris, parce que tous les États ont adopté. Donc maintenant, nous avons un constat scientifique, un constat économique et un constat politique. Maintenant, il faut... je crois que la logique, est-ce que les climato-sceptiques, on les entend plus, parce que la réalité du changement climatique est là. Et je crois que maintenant, il est temps pour l'action, et non pas pour revenir en arrière pour voir est-ce que... Sahedi, vous vouliez réagir? Moi, je voudrais juste réagir par rapport à cela, parce que j'ai l'impression que finalement nous sommes, n'oublions que nous sommes dans un monde qui a des règles et qui a une, j'allais dire, je me veux un peu provocateur là-dedans, un monde à pensée unique. C'est un système néolibéral, et nous savons que finalement dans ce système, il y a des lobbies, pour ne pas dire des transnationales, qui sont en train de dicter les règles. Et moi, sincèrement, je prends toujours mes précautions vis-à-vis de ce qu'avancent les scientifiques, les chefs, à propos des GIEC. Et je voudrais, n'oublions pas quand même, si nous reprenons l'histoire, que la bombe atomique, que ce soit Nagasaki ou Hiroshima,
Ce sont les scientifiques là, enfin, qui ont sollicité l'appui des politiques. Vous n'êtes pas en train de remettre en question non, je ne les remets pas en cause. Je veux dire que finalement, une approche intégrée, ce serait véritablement toujours de s'établir dans cet équilibre du concept et du percept, de la science et de la réalité socio-économique que nous vivons. Et que je crois que finalement, avant de penser à l'échelle internationale, moi, ce qui m'intéresse dans un premier temps, c'est ce qui se passe dans mon pays. Ce qui se passe dans mon pays. Si je trouve l'adéquation, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et je ne voudrais pas me reposer sur sur mes deux oreilles et donner pratiquement, accorder tout l'acquis de confiance au GIEC. Je ne le remets pas en cause. Mais je crois qu'il faudrait véritablement prendre le recul, parce que finalement, si nous avions attendu le GIEC ou une autre puissance, personne ne nous aurait soufflé l'idée d'aller dans l'éolien ou d'aller dans le solaire. C'est véritablement un volontarisme national, un volontarisme, j'allais dire citoyen, citoyen qui est sorti, et puis voilà, on est en train de devenir un cas d'école, de devenir véritablement des édifiants. Je ne suis pas contre ce que vous avez dit, je veux juste observer une relative précaution. Même dans ce qui est avancé. N'oubliez surtout pas que, justement, pour le réchauffement climatique, pendant que les pays du Nord réchauffent à coups de cheminées, tout en exportant cette pollution, on nous a accusés d'être aussi des pollueurs avec la bouche de vache. Alors justement, ça pose la question des conséquences que ça a sur l'Afrique, qui est un continent qui ne représente que 4% de l'émission des gaz à effet de serre. D'ailleurs, on voit bien que c'est un effet mondialisé. On ne va pas revenir sur ce que ça nous permettra de revenir aux catastrophes. Est-ce que ça provoque? Ça me rappelle à l'époque du nuage de Tchernobyl, on avait l'impression que ça s'arrêtait à la frontière. Et finalement, on voit bien que tout est mondialisé. Non, je crois au niveau des changements climatiques, il y a une réalité quand même. Qui dit changement... Juste pour revenir, vous disiez, au Maroc, ces changements climatiques-là, est-ce qu'on a évalué concrètement ce que nous, au niveau du Maroc, ce que ça avait comme impact? Au Maroc, nous avons évalué effectivement les changements climatiques et leur impact, parce qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est membre de la Convention cadre sur les changements climatiques, et nous avons le devoir de faire un reporting tous les 4 ans sur la vulnérabilité de notre pays et en même temps les émissions, les émissions de gaz à effet de serre au niveau du pays. Donc nous avons un constat qui est très clair au niveau par exemple des ressources en eau. Nous sommes actuellement à 500 mètres cubes par an par habitant, chose qui nous met dans une logique de stress hydrique aigu, alors que nous étions avant à 1200 par presque la moitié maintenant. Je crois au niveau agricole, ça varie entre les années sèches et humides. Dans les années sèches, c'est 70% de réduction de la récolte, de 70% à 15%. Je crois qu'au niveau de la vulnérabilité, au niveau du Maroc, nous avons une vulnérabilité qui est très affichée. Et je voudrais juste répondre à notre ami Sir Haddi. Alors, avant que vous répondiez, pour que je vous laisse, que je ne vous coupe pas pendant la réponse, on fait une petite pause et vous répondrez à Sir Haddi. Ensuite, on pourra discuter des différentes catastrophes naturelles que le Maroc a connues, qu'on revienne un peu dans l'histoire, et après, comment y faire face, et ce concept de résilience, qu'on le définisse également. On revient dans quelques instants. Nous prêts, c'est le titre de l'émission de ce soir, si vous venez de nous rejoindre sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Sinbo, vous voulez répondre à Sir Haddi, ensuite on parlera bien sûr de l'historique des catastrophes naturelles. C'est juste pour lui répondre concernant la perception des changements climatiques au niveau mondial. Il ne faut pas oublier qu'il y a un développement remarquable en matière de l'instrumentation et de la densification du réseau au niveau mondial, en passant par les réseaux au sol et les réseaux satellitales. Parce que les satellites actuellement, ils ont une résolution telle que on peut avoir des informations très précises sur l'évolution de pas mal de paramètres et qui nous permettent de déceler d'une manière très claire les changements climatiques qui sont en train d'être opérés. Et en même temps, au sol, je crois que au sol, rien que le Maroc, il a des réseaux, parce qu'il faut parler des réseaux, il y a le réseau synoptique, il y a des réseaux auxiliaires, il y a des réseaux hydrologiques. Donc toute cette panoplie de réseaux nous permettent quand même de détecter d'une manière très claire quelles sont les évolutions opérées
au niveau des différentes ressources. Lorsque je parle des ressources, ce sont les ressources en eau, en même temps le potentiel pluviométrique au niveau national. Et sans parler de l'avancée de la désertification. Parce que si vous... je rappelle que le Maroc dispose quand même d'un potentiel oasien très important qui constitue une barrière contre la désertification. Il est en train d'être affecté d'une manière frontale. Et justement, le Maroc actuel, il est en train de faire des efforts considérables par la création de l'ANZOA. C'est une agence qui est dédiée spécialement pour les oasis et l'arganier. C'est pour justement faire un développement durable de ces espaces qui sont hautement importants pour la protection contre la désertification. Alors, l'ONG Germanwatch a publié son nouvel indice 2016, c'était en décembre 2015, sur les risques climatiques, classant le Maroc au 14e rang des pays les plus à risque. Donc ça montre que le Maroc est de plus en plus exposé aux catastrophes naturelles. On regarde un sujet de Manal Ardalé, on revient juste après. Le changement climatique, une préoccupation majeure des scientifiques et des décideurs du monde entier. Les gouvernants et les acteurs de la société civile font de ce dossier épineux une de leurs priorités. 154 États membres de l'ONU ont adopté la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'était en 1992, au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro. 5 ans plus tard, la Convention sur le climat a adopté un protocole engageant les pays de l'annexe 1 à réduire ou à limiter l'émission globale de 6 gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto concerne les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique et ceux en transition de marché. Depuis cette date, les initiatives se sont multipliées, notamment dans les années 2000, à commencer par le programme européen de lutte contre le changement climatique, pour arriver à la conférence de Paris sur le climat, la COP21, organisée en 2015 à Paris. Le processus des négociations a abouti à un accord ambitieux. 175 parties ont signé l'accord de Paris à New York le 22 avril 2016. Pour ce qui est de la COP22, elle sera l'occasion pour maintenir l'effort de mobilisation. L'objectif est de convaincre les pays développés de réviser leurs ambitions pour lutter contre les changements climatiques, mais aussi de réduire leurs émissions de CO2 à l'horizon 2020. D'après le Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres, environ 98% des personnes touchées par les catastrophes naturelles à l'échelle mondiale vivent dans des pays en développement et près de 10% d'entre elles sont installées dans les pays les moins développés. L'Afrique apparaît comme le continent le plus vulnérable face aux aléas naturels. C'est donc l'endroit où les répercussions des changements climatiques et des catastrophes sont souvent les plus significatives selon des experts. La grande majorité des pays africains ont dévoilé leurs engagements durant la COP21, mais quelques pays, dont le Nigeria, la Libye et le Soudan du Sud, ont manqué à l'appel. Bien, alors je n'aime pas être faire preuve de catastrophisme, mais des études ont montré, alors notamment pour le Maroc, c'est une étude qui a été menée par le ministère des Affaires générales et de la Gouvernance. L'analyse a été révélée en 2013, ça a été fait conjointement avec la Banque mondiale. Je lis quelques chiffres. Coût moyen annuel des catastrophes naturelles, 5,6 milliards de dirhams. Au cours des 30 prochaines années, 95% de chances d'avoir un tremblement de terre ou une inondation entraînant des pertes. La sécheresse coûte autour de 4,6 milliards de dirhams en moyenne chaque année. Un tsunami pourrait survenir au cours des 30 prochaines années à Casablanca. Bref, il y a un ensemble de données qui sont posées. Mais moi, ça me fait poser une question toute simple, puisque là, on parlait de risque tout à l'heure. On n'a pas encore défini la résilience, mais ça va permettre d'y arriver. Comment on prévient et comment on répond à ces catastrophes? Maintenant qu'on a parlé des causes, maintenant qu'on a parlé des changements climatiques, est-ce qu'aujourd'hui on a pris la mesure, ça revient à ce que vous disiez au début, de la prévention? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas finalement prévoir de manière extrêmement précise, mais est-ce qu'on a tous les moyens de prévenir et de faire face justement? Je voudrais parler d'une chose, c'est plus l'instrumentalisation des résultats que les résultats qui me font peur.
Et je voudrais juste dire quelque chose finalement. On parle de réchauffement climatique, on parle des changements depuis 1970. Le Club de Rome est là pour faire halt to the growth, halt à la croissance, était là, un signal d'alarme pour nous dire attention, la croissance est synonyme de déprédation. Est synonyme de déprédation et c'est synonyme de dérégulation. Dérégulation tant sur le plan climatique que sur le plan de l'utilisation des sols, du fait d'une utilisation excessive des sols, du fait d'une déprédation des forêts, du fait de nos actions de l'industrialisation sur le réchauffement des mers et voire même sur le blanchiment des coraux et ainsi de suite. Nous voyons. Il y a énormément de choses. On est parlé par 70, de la 72, la conférence sur la Terre de Stockholm. On est passé par Rio, 92. On est passé par Rio plus 10 de Johannesburg. Et la plus belle phrase, c'est celle de Chirac, par exemple. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Ou celle de Clinton qui disait le train arrive à grande vitesse, mais nous n'entendons pas le siffler. C'est-à-dire que finalement, les dysfonctionnements sont là, les distorsions sont là, les césures sont là entre un monde qui a entre deux mondes. Un monde qui a un darwinisme social et un darwinisme mondial, globaliste, entre des gens qui ont énormément de choses, qui ont énormément d'avantages, de passe-droit, y compris des fois les pays du Nord, j'entends, et d'autres pays qui ont énormément de problèmes, énormément de maladies, énormément de ceci et de cela, alors que finalement la main de l'homme est là, et là, le Nord arrive pour nous dire attention, le Sud souffre du réchauffement climatique, alors que finalement, ce Sud, je parle de l'Afrique, de l'Afrique. L'Afrique a été entre les mains de lobbies et que les populations africaines ont toujours été en dehors du décor. Et voilà maintenant qu'on est en train de parler par rapport à quel objectif. On parle de réfugiés environnementaux. J'aimerais bien aller aux causes de ces environnementaux. Alors maintenant, est-ce que nous avons les moyens de les prévenir? Il y a deux axes. Il y a l'axe procédural. On m'a toujours dit qu'on ne décrète pas une liberté et encore moins un instrument de lutte contre les risques ou contre une catastrophe. Il y a les textes, nous sommes outillés d'une manière extraordinaire, et ceci depuis toujours. Nous avons des plans d'urgence, des plans hors sec, des plans, et je crois qu'il y a, pour ne citer qu'un seul exemple, l'accident dû au bateau qui a déversé des hydrocarbures, Kherk5, dans les années 80 ou 90, je me rappelle plus, a mis à l'épreuve, à nu le fait de, finalement, à côté du procédural, il n'y a pas une appropriation de ces outils d'anticiper ou de faire face, je vous le dis en toute sincérité, au large de Safi et au large des Jadida, quand on a sorti un peu, ouvert la boîte à Pandore du plan Orsec, il y avait des plastiques qui n'avaient été jamais ouverts pendant 25 ans, pendant plus de 25 ans. Qu'est-ce que vous allez trouver? Pour les canaux, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc je veux dire, sur cet espace, il y a justement un déphasage entre les outils, les outils et les instruments réglementaires et législatifs et il y a le fait que finalement, il faudrait peut-être nous réconcilier avec le risque et réimpliquer les populations, les acteurs. Alors justement, en parlant de risque, est-ce qu'on sait l'évaluer? C'est-à-dire, aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de cartographie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une vision globale? Je parle encore du Maroc. C'est vrai que là, la résilience dans cette conférence d'hier, on parlait de l'Afrique, mais là, particulièrement au Maroc, est-ce qu'on a une cartographie? On parlait tout à l'heure, alors que ça soit zone inondable, ou que ça soit zone sismique, ou les zones qui sont menacées par les invasions acridiennes. Là, on va dans tous les risques qui sont pas seulement liés au changement climatique, mais est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ces données? Bien sûr. Enfin, avant que je parle de la partie cartographie, je voudrais dire tout simplement que le Maroc est déjà par nature et vulnérable face à tous les risques naturels. De par sa position géographique, nous avons 3500 mètres de côte, donc le Maroc est exposé à tout ce qui est risque d'inondation, submersion marine, tsunami, autres. On est à l'extrémité de la plaque africaine qui est en train de s'approcher de la plaque européenne, et donc c'est ce qui cause des tremblements de terre. Nous avons un climat très diversifié, nous avons des reliefs, donc c'est ce qui fait du Maroc un territoire déjà exposé par nature. Maintenant, le réchauffement climatique, ou bien
bien les changements climatiques, ils viennent exacerber et intensifier cette vulnérabilité. Maintenant, pour revenir à la partie cartographie, oui, nous avons une cartographie. Le réseau sismologique marocain est parmi, je dirais, est le meilleur système sismologique en Afrique et il est comparable avec les différents réseaux du pourtour méditerranéen. Maintenant, les zones sismiques, ils sont connues. Il y a le RPS, le règlement de construction parasismique, et qui définit la sismicité des différentes zones. Et donc, il y a des normes qui ont été définies pour pouvoir construire dans ces zones. Et c'est là où, moi, je voulais parler tout à l'heure, pour prévoir et prévenir ce risque ou bien la catastrophe, il y a 3 phases. Avant, pendant, après. C'est ce qui pourrait faire d'un territoire un territoire résilient. Avant, c'est étudier le risque, connaître sa future distribution spatiale. Et donc, si on connaît la distribution spatiale de ce risque, eh bien, nous allons définir les zones où il va être qui vont être à très haut risque, à risque moyen, à risque nul ou à risque faible. Et en fonction de cette distribution spatiale, nous pourrons construire et définir des normes. En ce qui concerne les inondations, de même, nous connaissons les différents lits des oueds, nous connaissons... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que vous me dites, on n'aurait aucune raison, dans le meilleur des mondes, par exemple, de voir des constructions dans des zones qui sont inondables. Alors ça pose la question du pont, justement, entre tout ce que peut faire les scientifiques à notre niveau, un ministère comme le vôtre, et la transversalité avec toutes les autres forces vives du pays pour justement faire en sorte que les populations ne viennent pas s'agglutiner dans des zones sismiques, dans des zones où il peut y avoir un glissement de terrain, dans des zones qui peuvent être inondées. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un aspect qui est très important et que le Maroc a mis en place d'une manière graduelle, c'est que la mise en place d'une vraie politique de développement durable. Laquelle politique de développement durable, il doit être internalisé au niveau de chaque secteur. Et justement, la loi cadre sur le développement durable et l'environnement constitue quand même une transition très claire, parce qu'il y avait la charte qui a fait l'objet d'une participation de l'ensemble, laquelle charte a intégré tous les attentes de la population en matière de risque, en matière de gestion raisonnée de toutes les ressources. Il a été transformé en loi cadre, et la loi cadre en stratégie nationale de développement durable. Laquelle stratégie nationale de développement durable, il a internalisé tous les aspects, que ce soit risque climatique, parce que dans la stratégie nationale de développement durable, il y a un aspect de changement climatique qui est très important dans la mesure que, comme disait notre collègue, c'est que la meilleure gestion de risque, il faut le gérer selon les trois phases. Et effectivement, au Maroc, nous disposons au sein de chaque institution d'une spatialisation des risques par rapport, je prends par exemple l'eau. Il y a une connaissance très précise des points faibles, des points à haut risque au niveau national et qui sont gérés d'une manière minutieuse. Donc nous connaissons ces risques. Au niveau du littoral, il y a la loi sur le littoral qui a été adoptée cette année. Il est très important dans la mesure également qu'il intègre cet aspect de gestion de risque. Donc je crois que... Mais est-ce qu'il y a un pont opérationnel? Je rebondis sur ce que disait Sehaddi, entre la loi et... Moi je vais être très terre à terre. Les exercices à taille réelle en cas de séisme ou en cas d'inondation, est-ce qu'ils existent? Qui centralise ça? Qui est responsable de ça? Est-ce que ça c'est mis en place? Mais s'il n'y a pas un cadre réglementaire, parce que toutes ces actions de gestion intégrées, il faut un cadre réglementaire. S'il n'y a pas, donc ça veut dire on ne peut pas assurer un ancrage de gestion de ce risque-là. Je crois qu'au niveau du ministère, par exemple, au niveau du ministère de l'Environnement, donc nous disposons d'une capacité, d'une prérogative actuellement qui est en train d'être discutée sur la gestion des risques de catastrophe. Qui c'est qui la gère? C'est le point focal. C'est la question. Oui, le point focal. Donc il y a toute une discussion sur ça. D'ailleurs, dernièrement, il y avait Sumilex
qui a été organisée. Simulex, c'est une simulation concernant un risque exceptionnel. Donc, pour mesurer la réactivité des différents intervenants au niveau d'un problème précis. Le ministère actuellement, il est le point focal de ces catastrophes naturelles, mais c'est en coordination avec les ministères de l'Intérieur, les forces armées royales. Donc il y a toute une panoplie d'institutions qui sont autour et qui sont soudées pour qu'on puisse agir ensemble et dans une meilleure synergie avec concernant la catastrophe. Parce que si Hadji, finalement, quand on parle de gestion des risques, c'est ça qui va faire le pont vers la résilience, finalement. C'est-à-dire que avant l'émission, on discutait tout simplement de la manière avec laquelle les Japonais sont entraînés au risque sismique qu'ils ont intégré dans leur vie de tous les jours. Et lorsqu'il y a un séisme au Japon, on voit bien le nombre de victimes, à travers que ce soit les constructions ou le comportement des gens, parce qu'il y a quand même deux facteurs clés. Il y a la résilience des infrastructures, il y a la résilience comportementale, finalement. Est-ce que là, aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle nous devons nous éduquer, nous devons faire face, nous devons instaurer plus de formation, d'éducation à ce niveau-là? Je crois qu'il est très important de parler du rapport au risque, du rapport à la catastrophe. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours, de par notre administration, qui est une administration de service, et non pas une administration de fonction, ou une administration qui est véritablement rétributrice et intégratrice. Et que finalement, nous pensons toujours, nous, à partir du sommet, pour le reste. Enfin, pour le reste, alors qu'en fait, le risque, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faudrait réconcilier l'homme avec le risque. Ce n'est pas pour en faire un riscophile dominant, c'est-à-dire qu'il est véritablement, rien ne pourrait prendre sur lui n'importe quel risque qu'il le mériterait, et encore moins riscophobe, c'est-à-dire finalement victime. Il faut tout simplement être responsable et dire que finalement le risque c'est nous. Le risque c'est nous et la catastrophe c'est nous. Et donc refédérer, réimpliquer, faire en sorte que les populations au niveau territorial, et Dieu sait qu'on va, nous allons sur une logique de régionalisation, donc c'est beaucoup plus, j'allais dire prenable, jouable au niveau d'une région qu'au niveau national, qu'au niveau national. Mais je crois que finalement, il y a des partout, donc en m'inscrivant dans ce qu'a dit tout à l'heure, si on va passer master pour ce qui est des 3 axes, il y a une gestion du risque. Et cette gestion du risque passe par le fait, d'abord, de déterminer quel est l'espace du risque. Quel espace du risque. Et cet espace du risque a des dimensions, tout comme il a des outils. Alors les dimensions sont à la fois les normes que nous avons, les valeurs qui nous guident, et surtout la sensitivité, ce que j'appelais de sensitivité, ou comment vous l'avez appelé tout à l'heure, on reviendra, la sensitivité, c'est-à-dire cet empowerment, cette responsabilisation, que finalement je suis responsable, et ça nous n'avons pas besoin d'aller le chercher ni à Kyoto ou en Europe, nous l'avons dans nos références socioculturelles. Pour peu qu'on veuille rouvrir nos pages de l'histoire, nous savions très bien que lorsqu'il y a un incendie dans au Moyen-Atlas ou au Rif ou ailleurs, on savait très bien comment est-ce qu'on se mettait en branle, toute les communautés se mettaient en branle pour venir à bout justement de l'aléa ou du danger. Il y a des outils qui sont véritablement avoir d'abord un historique du territoire. Est-ce que si on avait un historique du territoire, on aurait construit dans une zone inondable à Tanger? Est-ce que si on avait véritablement une maîtrise de la situation, on aurait construit sur une zone qui était considérée comme étant un espace où on doit une plateforme pour dégager en cas de risque? C'est pour ça que je dis, il n'y a pas une appropriation. Alors l'espace de risque, il y a le traitement du risque. Le traitement du risque passe par le fait de tenir compte des axes l'étude du risque. Vous nous parlez d'histoire, d'historique, parce que là on parlait de cartographie tout à l'heure, nous l'avons. On n'a pas de recul sur finalement, lorsque je disais tout à l'heure, les catastrophes passées, parce que ça nous permet, normalement, si on veut l'historique, il faut remonter parfois au 20e, 19e, 18e siècle pour avoir une vraie occurrence. Ça me fera parler justement des assurances qui ont cette analyse statistique. Est-ce que cette analyse statistique, on en dispose?
d'avoir, au-delà des zones qui sont inondables, etc., mais l'occurrence, est-ce qu'on sait, lorsqu'on a des études telles que les chiffres que je viens de vous dire, on a telle chance d'avoir dans les 30 ans un tsunami ou un séisme, etc. Est-ce qu'on a ce recul-là? Bien sûr. Déjà, par exemple, pour parler de tout ce qui est archives ou une vue historique, nous avons des archives et nous avons des données historiques. Je parlerai de l'Institut national qui dispose d'à peu près des données archives sur la sismicité au Maroc d'à peu près 120 ans. Nous avons des données climatiques qui remontent jusqu'aux années 1920, ainsi de suite. Donc, il y a la donnée. Maintenant, cette donnée, il va falloir l'utiliser, la spatialiser, la vulgariser, la mettre à disposition des différents intervenants. Et c'est là où je voudrais revenir sur le mot que vous avez évoqué, géomatique. C'est là où il y a l'importance des outils géomatiques pour le traitement, la spatialisation et la diffusion des données. En même temps, pour revenir à votre question par rapport aux assureurs ou aux assurances, tout à l'heure vous avez parlé du programme qui a été élaboré par le MAG en collaboration avec la Banque mondiale. Eh bien, le programme, c'est le programme MAPRA, c'est le Moroccan Natural Hazard Probability Assessment, et c'est un programme, ou bien c'est une cartographie qui définit l'extension territoriale ou spatiale de 3 types de risques: la sécheresse, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les inondations et le tsunami. Et donc, ils ont une idée sur la récurrence spatiale, quand est-ce qu'un séisme est probable d'apparaître, et quand est-ce qu'une inondation est susceptible d'apparaître. Et le croisement de cette probabilité d'apparition avec l'occupation des sols par les zones urbaines, par les zones industrielles, parce que si on change d'occupation des sols, on change la vulnérabilité et l'exposition. Nous avons ça, et je pense que le processus pour mettre en place tout ce qui est assurance contre les risques et les catastrophes naturelles est en cours. Voilà. C'est nouveau. Oui, je rebondis sur les données de la Banque mondiale, parce qu'effectivement, il y avait un projet très important qui avait pour objectif d'évaluer la résilience des zones côtières. Ils ont choisi Casablanca, Rabat, Tunis et Le Caire. Et à travers cette évaluation, ils ont évalué effectivement le tsunami, les inondations. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au fait? Au fait, ça a été dit, il y a souvent, là où il y a beaucoup de risques, là où le cadre réglementaire est bafoué. C'est-à-dire là où les habitations sont construites dans des endroits On a eu le cas récemment, c'était l'année dernière, avec les grandes marées, où on avait parlé de mini-tsunamis, alors que c'était des grandes marées qui étaient prévisibles, et des habitations qui étaient voilà, des constructions sauvages, sans autorisation. C'est elles qui ont subi ça. Donc voilà, ça impacte sur la résilience. Je vous assure que les simulations qui ont été faites, parce qu'il faut des simulations, il faut des modèles, et il faut des modèles très puissants, avec une résolution très fine, pour qu'on puisse simuler les différents écoulements, les différentes ondes de propagation. Donc il y avait des modèles qui ont été simulés, et ils ont démontré quand même que Casablanca, malgré tout, donc il dispose d'une vulnérabilité, certes en matière même de tsunami, mais tsunami avec une fréquence très faible quand même. Oui. Très très faible, ce n'est pas avec... Si vous permettez, c'est de là où je voudrais parler de catastrophes majeures et catastrophes non majeures ou dites mineures, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais par contre, en matière des phénomènes exceptionnels avec des crues éclairs, là qui pose problème. Et qui pose problème dans ce que j'avais dit, dans des zones qui sont très bien identifiées. Donc je crois que cette étude-là de la Banque mondiale, il a permis quand même d'identifier tous les espaces dans une zone, dans le Grand Casablanca et Rabat. Et il est maintenant disponible au niveau des différentes autorités pour que les dispositions qui doivent être prises doivent être mises en place. Je voudrais juste continuer dans cela. Il est vrai que finalement, nous avons des outils, mais je crois qu'il serait véritablement temps qu'on puisse s'asseoir et essayer de voir quels sont nos déficits. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Écoutez, nous avons d'abord des déficits systémiques. C'est que lorsque nous parlons de risque ou de catastrophe, c'est une pathologie.
C'est que c'est quelque chose d'extérieur. Alors que dans la majorité des cas, c'est pas vrai. Nous avons aussi des déficits culturels. C'est-à-dire que finalement, et ceci existe d'une manière, nous avons une culture de l'infaillibilité. Que finalement, nous allons arriver à bout de tout ce qui pourrait et ajouter à cela la non-communication. Et que finalement, la communication, pour ce qui est de cette discipline, on la considère toujours comme étant une affaire de pro. Et non pas une affaire, une affaire de citoyen. Je voudrais aussi parler du déficit organisationnel. C'est que finalement, nous continuons toujours à aller vers un système de production des prédateurs qui amenuise. Écoutez, ce qui est en train de se faire au niveau des montagnes, c'est quelque chose d'ahurissant. Nous sommes en train de la classe, de toutes les régions, zones montagneuses, et tout ce qui est déprédation des bassins versants. Des bassins versants qui sont véritablement, qui amplifient les inondations, qui amplifient pratiquement le tout. Il n'y a aucune prise en charge des bassins versants. Hier, j'ai écouté un responsable du commissariat aux eaux et forêts dire que finalement, voilà une condition, justement, au ministère de l'eau, en lui disant, attention, vous ne construirez pas un barrage que si, véritablement, les bassins versants sont revisités. Ce qui est une très bonne chose. Des déficits managériaux, alors là, n'en parlons pas. Il y a une absence de formation personnelle. Et il y a quelque chose que, finalement, le risque qu'il soit récurrentiel, qu'il soit très fréquent ou moins fréquent, on doit être préparé. Et pour être préparé, il faudrait justement... Quelle est cette institution pédagogique depuis le primaire jusqu'à l'universitaire, où il y a justement un travail de simulation, de simulation. Les simulations, ce sont des modélisations. Et il ne sert à rien d'avoir des ordinateurs performants et des logiciels performants. Il faudrait encore, que les gens se réapproprient cela. Sans aller dans les catastrophes naturelles, les simulations au sein d'un établissement, en cas d'incendie, en cas de problème, voilà, déjà ça commence par ça. Alors, le plus important, c'est justement, et je reviens à l'axe le plus important, qui est celui de la communication. Celui de la communication, et tout le monde ici présent ne me mentira pas, à chaque cas d'inondation, dans les années 70 et les années 80, personne ne parlait. Mais depuis un certain temps, tout le monde parle. Et vous entendrez 4 personnes des autorités, c'est-à-dire des acteurs institutionnels, produire et aller dans le développement de discours totalement antagoniques, principalement antagoniques. Alors n'oublions pas que ceci peut provoquer quand même une peur, c'est le du cercle vicieux, et que finalement on finit par lâcher des énormités et on se fait peur soi-même, on se fait peur. Alors, et puis il y a l'improvisation. L'improvisation, je crois qu'on a tous écouté les gens parler, c'est véritablement de l'improvisation avec quelque chose de fatal en arrière-plan, alors que l'improvisation se construit. L'improvisation se construit. Exact. Oui, c'est ce que disait Miles Davis. Oui. Enfin, on est dans un autre registre. Alors, je vous donne le dernier mot. Vous voulez nous parler juste de la gradation qu'il pouvait y avoir au niveau des catastrophes? En fait, parce que tout à l'heure, notre collègue a parlé de catastrophes majeures, c'est tout simplement, moi je voulais faire la différence entre catastrophe majeure et catastrophe mineure. Catastrophe majeure, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout le temps, c'est pas très fréquent comme les tsunamis ou les séismes de grande magnitude, mais quand ils arrivent, eh bien, ils causent des dégâts d'une grande ampleur. Mais les catastrophes mineures, ils arrivent presque très fréquemment, mais... Parce que si un tsunami dans une zone non peuplée, ça sera une catastrophe mineure, on est bien d'accord. Et en même temps, il y a des normes pour pouvoir parler catastrophe. Pour pouvoir parler catastrophe, il faut qu'il y ait une des 4 conditions que je vais citer doit être vérifiée. Soit il faut qu'il y ait plus de 10 morts ou plus de 100 blessés. C'est la norme. Ou l'état d'urgence doit être déclaré, ou sinon il faut que l'État concerné demande une assistance internationale. Et c'est là où on va parler de catastrophe majeure. Là, la seule petite catastrophe que nous allons vivre à l'instant, c'est que nous n'avons plus de temps, et je vais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV, je vous souhaite un excellent week-end. Ne ratez pas la rediffusion à 22h40, comme d'habitude, et je vous dis à lundi.